Ce 15 de France est maintenant, bon à croire qu'on aime se faire un petit peu de mal, je vous propose qu'on parle encore des Bleus. C'était dimanche soir, le 15 de France s'est incliné d'un tout petit point, 28-29, face aux champions du monde en titre sud-africain. Ça fait 4 jours qu'on rumine un petit peu. Alors avant de se projeter, est-ce qu'on la voit différemment, cette défaite? Yann, je sais que tu étais en plateau, en plus sur l'équipe de soir avec Benoît Cosset dimanche soir. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais une analyse différente de ce match-là? Différente non, mais je la complète avec effectivement quand même une vraie analyse sur le rôle de l'arbitre. Ça a été la grosse polémique après le match, dès que Fabien Galtier et Antoine Dupont ont pris la parole, ça a été pour souligner les erreurs arbitrales. Effectivement, il y a 2-3 situations, la transformation de Ramos avec la montée de Colby et puis l'éventuel en avant d'Etzebeth dans les 22 mètres qui aurait, selon moi, effectivement mérité d'appeler au moins la vidéo. Ça n'a pas été le cas. Ça ne remet pas en cause la victoire de l'Afrique du Sud et la défaite de l'équipe de France. Mais alors, en revoyant ce match-là, parce que je l'ai revu plusieurs fois, ouais, il y a des situations qui effectivement interpellent un petit peu. Hugo, on parle d'arbitrage ou on n'en parle pas? Mais moi, le problème que j'ai avec l'arbitre, c'est qu'au rugby, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que celui au milieu du terrain qui prend des décisions. Les mecs dans les quarts, ils ont autant d'importance parce qu'ils appellent. Les arbitres de touche aussi bip. Donc en fait, c'est pas seulement l'arbitre central qui a été aveuglé ou non Alors que tout le monde de ne la parle situation. que de ce Ben O'Keefe. Voilà, moi c'est ça qui me dérange parce que si le mec dans le TMO, il se dort dessus pendant 2 heures à Roland Garros là, et qu'il est comme ça, et, tu vois, le mec sur le terrain, je pense que l'arbitre central c'est tellement compliqué, ça va vite, il faut se placer par rapport au ruck, par rapport aux lignes de hors-jeu, il a énormément de choses à voir le mec. Oui. Je veux dire, l'arbitre central c'est pas à lui à dire si Colby part avant ou pas, et tu peux pas dire que c'est de sa faute. T'as raison de préciser. Je veux dire, il y a 4-5 arbitres quasiment aujourd'hui sur un terrain de rugby. Tu en as un central, mais tu as du monde autour qui doit l'aider et qui ont en plus le pouvoir de donner des décisions également. Voilà, moi, la relecture du match, pour comprendre un peu les raisons de la défaite, voilà, mais sur l'aspect arbitrage, je pense qu'il y a peut-être une réflexion à mener sur aujourd'hui la façon dont les matchs internationaux sont arbitrés, notamment par ces différences culturelles entre les arbitres de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Parce que O'Keefe, si Wayne Barnes arbitre ce match-là, effectivement, il y a des situations qui sont peut-être beaucoup plus logiquement dans l'esprit d'un nordiste sifflé, alors que là, avec O'Keefe, un sudiste, c'est pas fait. Donc il y a peut-être une harmonisation sur laquelle il faut travailler. Les arbitres sont profilés par les équipes. Hein. Le 15 de France savait très bien qui était Ben O'Keefe, connaissait très bien son style d'arbitrage, donc il n'y avait pas de surprise par rapport à ça. Donc au-delà des décisions, c'est aussi sur voilà, une réflexion globale à avoir. Oui, l'ambiance générale du match, en fait. C'est comment l'histoire du match est créée et comment tu la construis aussi avec l'arbitre. Et à certains moments clés, si tu es dominant, si tu es sûr de toi, l'arbitre, c'est des images qui restent dans sa tête, dans son inconscient, et qui, au fur et à mesure du match, ces images lui reviennent. Si à certains moments clés, tu n'es pas capable de lui donner les bonnes images aussi, eh ben, il est à chaque fois dans l'hésitation, dans ce qui s'est passé. Et exactement ce que tu dis, Wayne Barnes, il est beaucoup plus strict. Et par exemple, je lisais, mais dans l'équipe en début de semaine, il y a un arbitre français qui disait il a énormément parlé avec les joueurs sur toutes les zones de ruck. Il les prévenait beaucoup. Peut-être que la méthode, on va dire, européenne, il n'aurait pas prévenu. De suite, il aurait mis pénalité une fois, pénalité 2 fois. Et donc, bah, tout le monde est obligé, vu que tu prends des pénalités et risques de prendre des points, mais tu fais plus attention. Lui, il a été beaucoup dans la pédagogie en disant attention, attention. Et donc, c'est vrai que ça a énervé les joueurs français. Et plusieurs fois, tu vois Antoine qui est énervé, tu vois Greg Aldrit qui est énervé, Charles Dumont qui essaye. Il faut apprendre à jouer avec ces deux côtés. Voilà. De l'arbitrage, malheureusement. Une des leçons à tirer de ce match-là pour l'avenir et pour le mandat de Fabien Galtier qui s'ouvre en vue de la prochaine Coupe du Monde. Voilà, ça c'est un dossier sur lequel les Français peuvent s'améliorer. Après, quand on revoit le match, il y en a d'autres. Quelles autres leçons? Qu'est-ce qui vous laisse le plus de regrets finalement si on exclut donc cet arbitrage dont on vient de parler? Non, mais moi, tu vois, je vais te parler. Moi, ça me fait mal au cœur pour certains mecs. Voilà, pour certains joueurs avec qui j'ai eu la chance de jouer, de voir un Tao arrêté comme ça, de voir un Winnie arrêté comme ça me fait mal au cœur en fait. Alors après, bien évidemment, il y a plein de choses. Voilà, tu les as battus au mois de novembre dans une situation différente où ils prennent un rouge assez tôt dans le match. T'en prends un aussi un peu plus tard, mais moi, ça allait pas se jouer à beaucoup, quoi qu'il arrive. Ça allait se jouer à 1 point ou 2, à une pénalité, à une transformation, et malheureusement, ça tombe du mauvais côté, et bah, c'est d'autant plus rageant, je pense. Je vais faire de la fiction à rebond, mais est-ce que ce match-là, finalement, cette victoire à Marseille, moi je me suis posé la question, ce succès en novembre, mais comme tu le disais, avec le carton rouge de Dutoit, il y a celui ensuite de Dupont aussi, mais est-ce que c'est pas un succès un petit peu en trompe-l'œil, même si c'est un peu exagéré, mais sur lesquels les Français ont acquis et ont dégagé une confiance
je dirais pas une suffisance, mais une confiance au moment d'affronter les Sudaf. Et dans l'engagement, dans l'agressivité, je les ai pas retrouvés comme je les avais retrouvés à Marseille. C'est peut-être une impression, mais de me dire, voilà, ils n'avaient plus peur des All Blacks, des Sudaf, ils les ont déjà battus. Ils avaient cette confiance-là. Et est-ce que finalement, le danger ou la peur de mal faire ou la peur d'échouer était suffisamment élevé chez les Français? Je sais pas, mais c'est vrai que pendant 4 ans, ils ont quand même réussi à créer une histoire, à créer un processus. Ils ont battu toutes les nations Tu bats mondiales. tout le monde. Ouais, mais à Marseille, moi, je tu vois, considère finalement, pas ça que tu les tourne bats pas mal. avec de la chance. Tu vois, Sur Marseille, ils tournent peut-être pas si mal que ça le match. S'il n'y a pas l'expulsion de Dutoit et que tu les joues. ouais, mais avec des si, tu vois, Ouais, tu non, refais. non, mais au vu du match derrière, peut-être que ce match-là n'était peut-être pas l'illustration d'une maîtrise totale du 15 de France. Non, mais tu sais, le côté. Mais bon, t'as raison, c'est facile après. On joue parce qu'on a peur et donc on joue sur l'excitation, sur la motivation de la crainte. Ça a marché un match. Ça a marché en 2007, un match en quart. Ça a marché en 99, un match en demi. Et les matchs d'après, toute l'excitation, elle est retombée. Ouais, Et là, finalement, tu les vois arriver avec de la sûreté, avec de l'assurance, avec des bases solides. Malheureusement, ça ne suffit pas. On en parlera après. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les 4 prochaines années. Mais je trouve quand même qu'ils ont réussi à construire des fondations qui sont quand même supérieures en termes de solidité, en termes de rigueur, que ce qui a pu être fait les mandats précédents, je trouve. Après, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Projetons-nous justement sur le mandat à venir, en tout cas la prochaine Coupe du Monde, ce sera en 2027 en Australie. On le sait, tout le monde du rugby était derrière cette Coupe du Monde à domicile en France. Tout le monde était derrière. Quand on voit tous les moyens mis à disposition, les efforts consentis par les clubs et aussi par la Fédé, les fameux 42 joueurs libérés chaque semaine, le staff, quasiment une trentaine de personnes, on parle autour de Fabien Galthié. Mais qu'à la fin, Fabien Galthié, justement, ne fait pas mieux. C'est la 3e fois consécutive que les Bleus s'arrêtent au stade des quarts de finale d'une Coupe du Monde. Est-ce que ça remet en cause le projet Fabien Galthié, selon vous? Vas-y, Anne, commence. Bon, le projet, non, il va être redéfini, mais Florent Gray, le président de la Fédé, de toute façon, a renouvelé sa confiance à Fabien Galthié en jugeant qu'il était l'homme de la situation. Fabien Galthié a précisé qu'il était évidemment sous contrat, ça avait été signé avant le début de la Coupe du Monde, donc peu importe le résultat de cette Coupe du Monde, Fabien Galthié aurait poursuivi sa mission. Maintenant, il y aura sûrement des ajustements, notamment au niveau de la quantité du staff dont il a pu disposer. Là aussi, le président de la Fédération a annoncé que de toute façon, là, il n'aurait pas les moyens humains dont il a pu disposer jusqu'à maintenant. Mais il reste indiscutable, selon toi, Hugo, Fabien Galthié? Bah écoute, c'est le sélectionneur avec 80% de victoire. C'était partagé parce que tu te dis sur un mandat, Marc Lèvremont 2011, ils font un grand chelem et ils terminent finaliste de la Coupe du Monde en 2011 avec tant de péripéties bonnes et mauvaises. Et que là, on va dire sur 4 ans, un peu plus avec cette fameuse flèche du temps où ils savaient où ils voulaient aller, où tout le monde était lancé sur le même objectif, et bah, tu t'es éliminé en quart et ben voilà, il n'y a rien à dire. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Après, pour ce qui est du staff, etc., tu sais ce que tu perds, comme dans toute relation. Tu sais pas ce que tu retrouves. Voilà, donc tu sais que tu perds Laurent Labitte, tu sais que tu perds Karim Ghezal, tu sais que tu perds Thibaut Giroud aussi, qu'on le veuille ou non, qui a été, je pense, très important dans leur performance. Tu vois, là, ils vont l'État s'empérer. Ils vont récupérer d'autres. Va falloir qu'ils s'intègrent aussi. Va falloir qu'ils s'intègrent avec Fabien, avec tout ce que ça représente autour. Donc, et comment les joueurs aussi vont se familiariser avec ces nouveaux discours aussi. Donc voilà, Et je pense que c'est important que Fabien Galthié, pour le coup, reste en place au sein de l'équipe de France. Ne voyez pas chez moi un soutien au sélectionneur. Mais en toute objectivité, ce qu'il a accompli depuis 4 ans permet aussi de réorganiser le rugby français. C'est-à-dire que oui, il y a le 15 de France, mais tout ce qu'il a apporté au niveau de la structure, au niveau de l'organisation, au niveau des méthodes de travail, rejaillit sur l'ensemble du rugby français. Et donc ça, aujourd'hui, c'est aussi important de pouvoir s'inscrire dans le temps et de poursuivre le travail effectué. Ouais, je mets un petit bémol à ça, c'est que tout le monde a fait l'effort parce que c'est là. Parce que c'était tout le monde s'est pris dans les bras, tout le monde s'est dit allez, on va tous pousser ensemble parce que ça fait 8 ans qu'on est ridicule, qu'on se fait éliminer en quart et que surtout les performances annuelles dans les tournois, etc. sont très très mauvaises. Tu parles des clubs là? Oui. Bah, je te parle de l'association club Fédé. Et donc là, tout le monde s'est dit ça y est, on récupère Fabien, on lui donne tous les moyens, on croit en lui. Tous les clubs font l'effort de se tenir la main et allez, on pousse tous ensemble. Parce que c'est la Coupe du Monde en France, parce que tu sais que ça va bénéficier à tout le monde, les retombées TV, les pubs, etc. D'accord, tu es en train de dire qu'en Australie, les matchs avec le décalage horaire à 6h je suis en train de te dire que est-ce que les mecs vont faire le même effort pour envoyer les mecs à l'autre bout du monde dans 4 ans? Je sais pas. Donc selon toi, les clubs vont
Non. plus jouer le jeu. Ah non, je dis pas qu'ils Il y a la vont. menace. Mais Non, il y a des conventions qui sont signées. Donc, Bon, après, oui, après, il y a tout ça, moi, je sais mais pas. Mais intéressant d'avoir le point de vue du Stade Toulousain, par exemple. Le plus gros pourvoyeur d'internationaux et malheureusement pour eux, le plus gros pourvoyeur de joueurs blessés également au sein de cette équipe de Est-ce France. qu'il n'y a pas un lien de cause on raconte. Non, Parce mais que beaucoup de matchs, beaucoup de blessés. oui, je me souviens du Gomola tirant la sonnette d'alarme en janvier dernier concernant la situation de Julien Marchand, d'essayer de gérer au mieux son effectif avec les échéances importantes du Stade Toulousain et celle du 15 de France aussi. Regarde, Les choses, voilà, Florent Grill et René Bouscatel ont aussi communiqué là-dessus en disant qu'il n'y avait rien qui était remis en cause après cette défaite. Donc, pour l'ensemble du rugby français, il faut vraiment aussi qu'on poursuive dans le même chemin, quoi. oui. Non, mais il a raison. Après, est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas. Mais je prends toujours cet exemple. Mais 2007, la Nouvelle-Zélande perd en quart face à la France. La Nouvelle-Zélande de 2007, c'est le Brésil de 2006 au foot. C'est une armada. C'est Mako, Collins, Oyo allons en troisième ligne, Carter, Byron Keller, Mouliena, etc. Ils se font ouvrir en 2007 par la France. Mako, tout le monde en veut. Enfin, plus personne en veut au pays. Il est maintenu. Graham Henry, personne en veut. Il est maintenu. Stevenson, qui est l'adjoint, il est maintenu. 2011, ils sont champions du monde. 2015, ils sont champions du monde. Donc, je ne te dis pas qu'ils vont être champions du monde 2 fois d'affilée dans 4 ans et dans 8 ans. Mais bon, c'est bien aussi qu'il y ait de la continuité et de leur laisser voilà, cet espoir encore de nous faire rêver dans 4 ans. J'ai l'impression qu'il va y avoir un problème. Là, on va se dire, OK, bon, on a perdu un quart de finale, qu'est-ce qu'on change? Et vous allez me répondre, bah non, on change rien, on a déjà tout mis et ça gagne pas. Et ce qu'on va changer, bah au contraire, on va faire à la baisse parce que la Fédé, il y a un trou dans le budget, etc. Il faut faire des concessions. Galtier, il va accepter ça. Enfin, j'ai l'impression que on change rien, mais on fait avec moins bien, mais on il n'aura sera pas le encore choix. moins en quart de finale alors. Comme a dit Yann, Encore Florian moins, Grill au-delà du quart. Yann l'a dit, Florian Grill l'a prévenu, il y a un déficit de budget, il va falloir qu'il fasse des ajustements en termes de staff, en termes de... Peut-être que les stages ne seront plus aussi sympas à Monaco et que tu seras un peu plus de temps à Marcoussis, je sais pas. Je trouve qu'ils avaient fait quand même quelque chose d'exceptionnel, ils avaient compris qu'il fallait sortir de Marcatraz, c'était plus possible, il fallait quitter cet endroit. Ils ont compris qu'il fallait ramener les familles avec les mecs, parce que partir quand tu as des enfants, quand tu as être un mois et demi sans les enfants, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu es tous ensemble que tu es meilleur. Voilà. En tournée en Nouvelle-Zélande en 2018, on est tous ensemble le matin du match à Auckland avec nos gilets et nos trucs dans le parc. Non mais c'est horrible. Il est 9h30 du matin, tu as Whitelock qui vient avec ses 2 enfants au parc à l'air de jeu. Et le soir, ils jouaient contre nous, ils nous ont mis 40. Tu vois, ça l'a pas gêné. Ils ont compris ça. Ça manquait de fraîcheur mentale. Et je trouve que c'est très bien. Alors, est-ce que peut-être qu'ils vont être obligés un peu de réduire la voilure parce que, bon, en termes de budget, ils n'ont plus le choix. Mais je trouve que tout ce qui a été fait, en termes de cohésion, de tout ça, je trouve que c'est quand même... Ça n'avait pas été fait avant et j'ai pas l'impression que les joueurs en étaient mécontents. Oui, d'accord, ça a été fait, mais on va pas plus loin que le quart de finale. On va devoir se serrer la ceinture. Donc, ils se font les ajustements parce que là, vous écoutez, en 2027, on fait encore moins bien qu'un quart de finale. Si on a moins de moyens pour faire ce qu'on a fait là et que ça va pas plus loin qu'un quart. Je pense déjà qu'il va falloir leur laisser. La première chose dont le staff, à mon avis, du 15 de France a besoin, c'est de temps. Là, un petit peu. On va évidemment très vite basculer sur le tournoi. Il va y avoir d'énormes ambitions, le rachat, le tournoi du rachat, le tournoi de la reconquête, on va appeler ça. Voilà. Mais je pense que Fabien Galtier et son staff vont déjà devoir s'intéresser au jeu, simplement. Et en plus, ça tombe bien, c'est ce qu'ils aiment le plus. Mais voilà, dans 4 ans, commencer à se poser des questions dans 4 ans, quel rugby gagne? Et dans ce cas-là, voilà, comment on doit jouer dans 4 ans pour gagner et comment on décide d'y arriver, avec quels outils. Et à ce moment-là, se mettra en place un plan sur 4 ans. On reparlera peut-être à ce moment-là de la flèche du temps, mais pas partir tout de suite en disant, bon voilà, on va changer 5 joueurs et puis les 5 nouveaux qui vont arriver seront ceux qui nous feront gagner en 2027. Non, établir un vrai bilan de ce qui s'est passé, repartir avec moins, mais quand on a moins, on travaille plus en général et on a plus d'idées, donc souhaitons-leur d'avoir plus d'idées. Et puis de réfléchir sur ce que Fabien Galtier veut comme jeu au sein de ce 15 de France. Parce que l'élimination du 15 de France, elle vient aussi peut-être d'un manque de précision dans ce que Fabien Galtier voulait faire sur cette Coupe du Monde au niveau du jeu. Tu parles de bilan. Yann, Hugo, si je vous demande justement de faire le bilan de cette Coupe du Monde pour les Bleus, est-ce qu'il reste malgré tout positif avec tout justement ce qu'on vient de dire? Ah non. Tu peux pas dire que c'est un bilan positif en perdant en quart de finale, ça serait mentir. Moi, je trouve que les 4 ans ont été positifs, qu'il faut lui donner encore ça.
Mais factuellement, enfin, tu vois, c'est bête et méchant, mais factuellement, t'es éliminé en quart de la Coupe du Monde chez toi. Ah, c'est ni bête ni méchant, c'est factuel. Oui, Donc, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de gants à prendre sur le fait de. Oui, alors. c'est triste. Moi, je te dis, je suis triste pour des mecs. Voilà, Et on l'est tous. Hein. Et je suis triste pour des mecs, et j'aimerais. Les Sudaf, ils ont une moyenne d'âge de plus de 30 ans, ils ont 60 sélections. Les Néo-Zélandais ont une moyenne d'âge de plus de 30 ans, ils ont 60 sélections. Nous, on a une moyenne d'âge de moins de 30 ans et on a en moyenne 30 sélections. Il y a des mecs aujourd'hui qui ont 30 ans. Comment tu vas faire pour amener ces mecs qui, à mon sens, sont les meilleurs du monde à leur poste? Comment tu fais pour les amener dans 4 ans, à 34 ans? Soit ces mecs-là jouent comme les Irlandais et font entre 17 et 25 matchs par an, et tu peux les amener dans 4 ans, ils auront 34. Voilà. Dwayne Vermeulen a 37 ans, Sam Whitelock en a 35 ou 36. Soit ils en font 35, et dans 2 ans, ils ont tous 32 ans, ils sont tous morts. Baye, Danty, Ramos, Ficou, Olivon, Greg Aldrit, voilà, Toto Dupont. C'est ça la vraie question. Ils auront tous 32, 33, 34 dans 4 ans. J'ai peur que ce dont tu parles, à la fois en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, ne soit pas duplicable avec le système français. Mais t'as raison, aujourd'hui c'est impossible. Voilà, les joueurs néo-zélandais, on le sait, sont protégés, jouent dans un nombre de provinces assez réduite. Les Sud-Africains, c'est exactement la même chose. Nous, on a des joueurs qui sont dispersés dans plusieurs clubs. C'est d'ailleurs une volonté, justement, du staff aussi, à un moment donné, de ne plus se cantonner seulement aux 2 ou 3 grosses écuries. On va prendre des joueurs un petit peu partout. Les problématiques sont pas les mêmes, et je pense pas qu'on puisse arriver à ça. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a les U20 qui sont champions du monde. Tous ces joueurs-là vont avoir, ou ont pour certains déjà du temps de jeu dans les grosses écuries du top 14. Donc il va y avoir un renouvellement logique de génération. Tu es déçu quand tu dis, et j'entends déçu pour ceux qui sont partis, il y a peu de joueurs finalement qui partent sur des victoires. Oui, on n'a jamais gagné. C'est sûr que là, on retient toujours, les gars, tu vois, qui pour leur dernier match soulèvent un trophée et tout, mais combien de mecs ont arrêté sur des éliminations, que ce soit en championnat, sur des demi, des finales. Enfin, voilà, malheureusement, c'est aussi la loi l'impitoyable loi du sport de haut niveau.